Monsieur le chancelier, monsieur le maire conseiller départemental représentant monsieur le président du conseil départemental, mes chers confrères, mes chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis. Donc, nous voilà réunis pour un nouveau colloque de la Villa Kerylos. Le drame de la semaine dernière est présent à notre pensée. Nous songeons en cet instant aux pertes en vies humaines, aux drames humains qu'entraînent les pertes matérielles, et ceux qui, comme moi et comme beaucoup d'entre nous, viennent de loin, sont impressionnés par la rapidité et l'efficacité avec lesquelles les traces les plus visibles, au moins, ont déjà été effacées, et avec quelle énergie la vie a déjà repris son cours. La villa grecque Kerylos, qui accueille aujourd'hui pour la 26e fois le colloque annuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, est l'incarnation architecturale du rayonnement grec jusqu'aux confins occidentaux de l'Europe. Elle est un hommage rendu à la Grèce ancienne par la science française du XIXe siècle finissant, hommage d'autant plus émouvant que cette science française s'incarnait dans les frères Reynac, qui étaient à la fois les meilleurs hellénistes de leur temps et, selon la formule d'Aragon, des Français de préférence. C'est cette poussée vers l'Ouest qui nous vient d'abord à l'esprit quand nous pensons à l'influence de la civilisation grecque. Nos souvenirs scolaires, les bases de notre culture, notre propre appartenance au monde occidental, tout nous y invite. Nous savons que Rome a conquis la Grèce, mais que la Grèce a conquis Rome, que Marseille est une très ancienne fondation des Phocéens. Et il n'y a pas si longtemps, une passionnante communication a présenté devant l'Académie des inscriptions et belles-lettres la reconstitution exacte d'un de leurs navires retrouvés datant du VIe siècle avant notre ère. Je me demandais si une reconstitution moins coûteuse ne pourrait pas transporter les visiteurs de la Villa Kerylos de façon à donner du sel à cette visite. Nous savons que dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, cratères et nokoé grecs se trouvent dans des tombes celtes aux confins de la Bourgogne et de la Champagne, à Vix, à Lavaux, comme le rappelait une autre magnifique communication il y a tout juste 15 jours devant notre Académie. Nous savons que la philosophie et la pensée grecque nous sont parvenues par le truchement de Rome, puis par le double canal des penseurs arabes et des relations avec Byzance, relations directes, étroites, mais difficiles, du drame de Boès au destin du cardinal Bessarion. Bref, nous percevons spontanément cette implantation et cette influence, et nous décririons encore volontiers cette translatio imperii et studii, comme le faisait Chrétien de Troyes dans les années 1170. Nos livres nous ont appris que la Grèce fut en chevalerie et en savoir renommée la première, puis la chevalerie vint à Rome avec la totalité de la science. Maintenant, elles sont venues en France. Donc la poussée de la Grèce vers l'Ouest nous est familière. Nous pensons moins spontanément, sinon à travers les fulgurantes conquêtes d'Alexandre ou à travers le périple de Néarque qu'ils accompagnent et dont nous entendrons parler cet après-midi, à sa poussée vers l'Est. Poussée vers l'Est est d'ailleurs mal dit, trop brutal, trop militaire, trop directement traduit d'un allemand qui rappelle de mauvais souvenirs, Drang nach Osten. Mais enfin, la réalité est là, celle de la présence grecque en Asie. Non pas sur les côtes asiatiques de la Méditerranée, non pas sur ce pourtour méditerranéen où ce ne sont pas les continents qui importent, mais la mer qui les baigne et qui les unit. Ce colloque a un tout autre objet, l'étude de la présence grecque dans les profondeurs de l'Asie. Si loin dans les profondeurs de l'Asie que le profane n'imagine même pas qu'elle puisse y être présente, si loin dans les profondeurs de l'Asie que la civilisation grecque y est travaillée par les contacts et les influences les plus lointains. Les civilisations de l'Asie centrale, celles de l'Inde, celles de la Chine.
L'Académie des inscriptions et belles-lettres est particulièrement impliquée dans ces recherches, car elles ont été par le passé, et elles sont encore aujourd'hui, le domaine de plusieurs de ces savants les plus savants et les plus illustres. Et je ne vais pas en dévider la litanie, je n'en cite qu'un seul, notre confrère et ami Paul Bernard, qui nous fait aujourd'hui, au prix d'un effort qui nous touche, le don de sa présence et de sa parole. Et je le cite parce que son nom est lié à la révélation d'un site prodigieux, celui d'Aïkhanoum, dans la vallée de l'Oxus, ce site que les événements d'Afghanistan ont contraint à abandonner, ce site qui est aujourd'hui anéanti et dont seuls ses travaux et ses publications, et les travaux et les publications des savants qui ont travaillé avec lui, qui sont ses élèves, dont seuls ces travaux font connaître aujourd'hui, mais font connaître maintenant à jamais l'importance et le sens. Mieux que tous les commentaires, la simple lecture du programme de ce colloque montre ce que l'approche qu'il propose a d'inattendu et de passionnant. Il a été élaboré avec une attention, une science toute particulière par nos deux confrères Véronique Schiltz, dont le domaine d'études dans les étendues de l'Asie centrale touche très précisément au thème du colloque, et Jacques Joanna, le doyen des hellénistes de notre académie. Les communications seront savantes, nourries chacune de longues années de recherche, de fouilles, d'érudition, de réflexion sur le domaine précis dont elle traitera. Mais nous constaterons à la fin de nos travaux que l'ensemble formé par la réunion de ces contributions minutieuses permet de penser d'une façon synthétique et féconde tout un pan de l'histoire du monde et des civilisations, non seulement dans le passé, mais aussi en relation avec les préoccupations de notre temps. Car on ne peut pas dire que la rencontre des civilisations d'Europe et d'Asie est une question qui ne concerne que l'Antiquité et qui ne se pose plus au monde d'aujourd'hui. Cette observation me conduit, pour finir, à en faire une autre, plus modeste, qui touche au colloque même de la Villa Kyrillos. Ces colloques dont l'Académie des inscriptions et belles-lettres y organise, je le disais, chaque année depuis 26 ans, et qu'elle aurait désormais du mal à poursuivre si, pour la deuxième fois cette année, Madame Chantal de Galbert et sa fondation Cora ne lui étaient venues en aide avec une générosité qui nous touche profondément, et si la fondation Niarchos ne lui avait cette année apporté également son généreux concours décisif dont nous lui sommes aussi infiniment reconnaissants, qui nous touche beaucoup. Nous remercions du fond du cœur ces fondations et ces mécènes qui soutiennent la cause des humanités. Les colloques de la Villa Kyrillos sont consacrés au monde grec et plus largement au monde méditerranéen, antique, médiéval, parfois moderne. Ce sont des colloques savants tels qu'on peut les attendre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et tels que peut les souhaiter son secrétaire perpétuel. Mais monsieur le chancelier de l'Institut, qui les honore de sa présence avec une fidélité qui nous touche, et moi-même, en tant que président de la Fondation Théodore Reynac, nous sommes soucieux du renom, de l'éclat et de l'avenir de la Villa Kyrillos. Il est de notre responsabilité que le legs extraordinaire fait par Théodore Reynac à l'Institut de France ait un destin digne de lui. J'ose dire que les colloques de notre académie y contribuent. Ils y contribuent car ce ne sont ni des rencontres de pure vulgarisation, car il peut y en avoir partout, et pour lesquelles il ne serait pas nécessaire de mobiliser une académie de l'Institut de France et les plus grands savants dans un domaine donné, ni des rencontres entre purs spécialistes qui ne servent le lustre du lieu où elles se tiennent que dans leur milieu étroit. Comme Chesterton l'écrivait à peu près d'un érudit dans une de ses nouvelles, il réussissait le paradoxe d'être un homme célèbre de façon obscure, car il était célèbre dans un milieu obscur. Je crains, mes chers confrères, que cette formule
ne s'applique à nous tous, ou presque. Voilà. Les colloques de la Villa Kyrillos s'efforcent d'être des colloques savants dont les communications enrichissent la science, dont les auditeurs tirent des éléments de savoir et de réflexion nouveaux et sûrs, mais en même temps des colloques dont le thème est chaque fois assez ouvert et assez stimulant pour nourrir la pensée de l'honnête homme et non pas seulement du spécialiste. Et c'est d'ailleurs la condition à laquelle les humanités classiques peuvent espérer survivre. Le colloque de cette année se situe plus, il est vrai, sur le versant du savoir académique que, par exemple, celui d'il y a 3 ans sur la survie de la Grèce antique dans la littérature et les arts de la Belle Époque aux années folles. Mais les perspectives qu'il ouvre sont pour beaucoup d'entre nous si nouvelles et ses résonances avec le monde où nous vivons sont si fortes qu'il remplit, je crois, magnifiquement les 2 conditions dont je parlais à l'instant. Et maintenant qu'il commence, vous verrez combien il me donnera raison. Je vous remercie.